J'aimerais qu'on puisse maintenant évoquer les questions de résilience urbaine par des projets d'agriculture urbaine notamment, et tous les projets autour de l'alimentation. L'EPA à Marne a un très fort engagement pour contribuer à la résilience territoriale en soutenant ce genre de projet. Donc on peut peut-être commencer par évoquer la création de la pépinière à Chanteloup-en-Brie, dont l'EPA est propriétaire et qui fournit 100% de ses besoins horticoles pour les opérations d'aménagement qu'il porte. Comment ça s'est déroulé ce projet de pépinière ? Alors peut-être avant de rentrer dans le sujet vraiment très particulier de la pépinière, sur cette question de la résilience, quand même donner un petit peu de hauteur aux propos sur le fait qu'en fait, la résilience, on la positionne à EPA Marne à plusieurs échelles et dans plusieurs thématiques. Bien évidemment, je vais y revenir sur la question des végétaux, plus généralement de la nature, mais aussi un des premiers grands sujets de résilience pour nous, c'est toute la question hydraulique. Aujourd'hui, nos opérations sont conçues pour tenir dans la durée, y compris au regard du changement climatique qui nous apporte sur notre territoire des pluies plus importantes, des pluies plus violentes, des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus contrastés entre des périodes très chaudes et des périodes très pluvieuses. Donc là-dessus, on intervient très fortement en anticipant des choses à l'échelle de la centenale ou autre. Il y a une opération d'ailleurs sur laquelle vous avez travaillé qui est intéressante, c'est la plaine des Cantous, je crois, sur cette question de gestion des pluies. C'est un très bon exemple, la plaine des Cantous, puisqu'on a relevé le challenge de faire ce qu'on appelle un zéro rejet. C'est-à-dire que les eaux pluviales ne quittent pas le site, c'est-à-dire qu'elles sont infiltrées sur place, y compris dans des pluies centenales, ce qui est très novateur, mais qui est important pour cette question de la résilience. Et donc, quand même, pour dire que tous ces aménagements publics qu'on réalise, qu'on rétrocède dans un deuxième temps aux collectivités, portent en elles cette question de la résilience. Deuxième volet, avant d'aborder et de revenir sur la question des pépinières, c'est la résilience aussi en termes de biodiversité. C'est-à-dire que systématiquement, et ça c'est une grande évolution de ces 20 dernières années, quand on propose un aménagement paysager dans nos opérations, on intègre très clairement la question de la biodiversité, puisque ces espaces sont certes des espaces très souvent ouverts au public pour des lieux de promenade ou des lieux en famille, mais également doivent permettre à de la biodiversité de se développer sur le long terme et donc de faire des quartiers résilients, y compris aux questions de la biodiversité. Alors pour revenir sur la question de la pépinière de Chanteloup, c'est un sujet passionnant. On a beaucoup réfléchi là-dessus, en partenariat avec la commune et avec son maire, qui est un maire extrêmement dynamique sur ces questions. Le vrai sujet pour nous, c'est que historiquement, on commandait via des consultations de travaux la réalisation d'espaces verts avec des plantations comme classiquement, dont certaines plantations du coup étaient issues de pépinières en Italie, voire dans des endroits plus lointains. Et on s'est dit, tentons à Chanteloup de mettre en place une pépinière, c'est-à-dire qu'on met en place un système juridique qui est différent de ce qu'on faisait d'habitude, puisqu'on a un marché de fourniture qu'on passe très en amont. On impose dans le cahier des charges que l'ensemble des graines qui permettent de planter ces arbres-là soient des graines issues d'Île-de-France, pour avoir exclusivement des espèces locales. On les plante, on les laisse grandir pendant plusieurs années. Et quelques années plus tard, on les réutilise très localement dans nos espaces publics, rue après rue, cheminement maille-piéton après cheminement, pour être dans un circuit très très court. Donc cette pépinière de Chanteloup, elle est pour nous un démonstrateur qu'on espère derrière pouvoir développer ailleurs. Ça demande beaucoup d'ingénierie parce que bien évidemment, c'est des choses extrêmement pointues en termes d'expertise écologique sur ces arbres-là, mais également ça nous oblige à geler un terrain, qui est un terrain d'à peu près 1 hectare, qu'on gèle pendant plusieurs années parce que on est contraint de garder cette pépinière pendant plusieurs années. Donc ça génère des contraintes, mais on espère que le résultat pourra servir à terme de modèle à d'autres endroits. Si on parle un peu du modèle économique, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça ? Vous êtes propriétaire de la pépinière ? Alors en fait, nous, on met à disposition un terrain. D'accord. Et donc le pépiniériste vient planter les arbres sur ce terrain avec cette contrainte des graines locales. C'est une mise à disposition C'est une mise à disposition temporaire, convention d'occupation temporaire. D'accord. C'est des choses assez classiques. On récupère notre terrain à l'issue de X années. Quand on a réutilisé l'ensemble des arbres, qu'on les a réutilisés, on peut reprendre le terrain.
Après, en termes économiques, aujourd'hui, notre modèle est un modèle qui fonctionne. Puisque, certes, on fait une avance de fonds, je dirais, dès le départ en passant ces marchés de fourniture, mais finalement, on regagne sur 5 ans plus tard, sur la commande via des marchés de paysage des arbres, puisque ces arbres-là ont déjà été plantés, déjà été commandés, donc on trouve un vrai équilibre économique. Mais à long terme. Mais oui, sur plusieurs années. L'échelle, c'est à peu près 5 ans. Comment vous avez sélectionné le pépiniériste ? Appel d'offres. Appel d'offres. Alors, on peut maintenant peut-être parler de l'opération Grand Est aussi sur la question de l'agriculture et d'accompagner la transition agricole. Je crois que cette opération est vraiment intéressante. Alors c'est l'opération Paris-Est. Paris-Est. J'ai dit Grand Est, oui. Pardonnez-moi. Évidemment, c'est Paris-Est, c'est noté Paris-Est en plus. Alors Paris-Est, sujet passionnant. Opération de développement économique sur 320 hectares, développée donc par EPAMarne, assez tôt, à la fin des années 70, et qui aujourd'hui est réalisée à 98%, mais sur lequel on réfléchit avec toute l'équipe EPAMarne à voir comment on pourrait, en partenariat avec la communauté d'agglo, densifier le site pour continuer à pouvoir offrir du développement économique sur un site qui est déjà bâti. Et au cœur de cette opération, il y a une terre qui avait peut-être été imaginée constructivement, mais qu'on a laissée en agriculture. Donc aujourd'hui, c'est une agriculture classique, mais avec un souhait de la collectivité de l'aménageur d'en faire un lieu de transition écologique, à la fois sur le mode de faire, c'est-à-dire aller vers une agriculture biologique, avec toutes les contraintes qu'on connaît, mais également sur le côté agriculture de proximité. Donc on est en train de travailler avec le monde agricole pour trouver des maraîchers qui puissent venir. C'est un terrain qui fait à peu près 9 hectares, donc potentiellement on peut avoir 2 ou 3 maraîchers sur ce terrain-là pour venir développer. Vous avez la maîtrise foncière ? On a la maîtrise foncière, c'est l'immense avantage, c'est que grâce à ce matelas foncier dont dispose EPAMarne, c'est l'historique de la ville nouvelle, ça permet d'envisager ces projets agricoles en maîtrisant le foncier et derrière de signer des baux agricoles avec ces maraîchers. Donc on est en train de travailler sur le projet, même si ce n'est pas simple parce que trouver des agriculteurs disposés à se lancer dans le maraîchage, qui est une activité quand même extrêmement complexe, extrêmement chronophage, avec des modèles économiques qu'il faut consolider. Voilà, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut aussi, nous, accompagner cette transition agricole. Et je donnerai un autre exemple qui me semble faire complètement sens. Sur une autre opération qui s'appelle la rucherie. On a des sujets de mise en place d'espaces à vocation de biodiversité qui sont constitués, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais de ce qu'on appelle les plaines mésophiles, des prairies mésophiles et des haies bocagères qui sont très favorables à la biodiversité, notamment aux oiseaux. Et ce qui est très positif, c'est que cet espace écologique va être entretenu par un agriculteur. C'est-à-dire qu'on a noué un partenariat avec un agriculteur du territoire qui, en l'espèce, a une ferme laitière et qui viendra 2 fois par an effectuer la fauche tardive de ces espaces pour, derrière, servir de fourrage. Donc c'est une exploitation de vaches à son exploitation. Donc on est là aussi dans un système de transition agroécologique vertueuse où on est à la fois sur des compensations écologiques au titre de la biodiversité et à la fois un vrai partenariat avec le monde agricole. Et quel est le modèle de ce partenariat justement à chaque fois ? Est-ce que c'est une mise à disposition aussi du terrain par convention et quel est le... Alors, ce qui est assez classique dans le monde agricole, moi j'ai découvert ça parce que je ne le pratiquais pas avant dans mon ancien métier d'aménageur. On est sur des baux agricoles, donc de longue durée, plus de 10 ans. Donc c'est assez classique, c'est du bail agricole. Il faut s'entendre sur la surface, sur la durée, sur le nombre de fauches par an, etc. Donc on s'inscrit dans un cadre juridique assez classique. Donc la difficulté là encore, c'est de trouver les opérateurs finalement. Ça prend beaucoup de temps de trouver effectivement les opérateurs. Là, les opérations sont en projet ou sont en phase de réalisation ? Alors,
par exemple, la rucherie, c'est très très avancé, puisque on est au stade là de réalisation, c'est-à-dire que les aménagements ont été faits et ça y est, on va passer dans des phases d'exploitation par l'agriculteur. Donc c'est très très avancé. Sur Paris-Est, on est en phase où nous on a bien avancé l'aspect technique, ce qu'on appelle l'AVP, puisque on définit cet espace et on l'aménage. Par contre, aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas encore trouvés. Donc il nous reste quand même cette étape à franchir de trouver les 2 ou 3 agriculteurs capables de faire du maraîchage à cet endroit-là. Et en termes de capacité de production, vous avez évidemment, j'imagine, évalué la capacité de production. Vous avez en tête des ordres de grandeur. C'est ce qui est intéressant de travailler main dans la main avec le monde agricole. C'est qu'on propose des choses qui sont à l'échelle économique pour que ça soit viable. Moi, notamment, je suis assez dubitatif, à contrario, sur des petits projets que j'ai pu voir ici ou là, où on décrète de l'agriculture urbaine sur des petites toitures, etc. Ça, il n'y a pas de modèle économique. Ça ne marche pas. Ouais, il faut un minimum le maraîchage, on le sait, un maraîchage de proximité, c'est minimum 3 hectares. Donc là, vous êtes sur 9 hectares. Donc au total, il y a 9 hectares à partager entre 2 ou 3 agriculteurs, mais en dessous, il n'y a pas de modèle économique. Donc il faut toujours bien travailler le modèle économique et ne pas décréter des choses qui, au final, ne seront pas réalistes pour les agriculteurs. Et malgré un modèle économique qui a l'air de tenir la route, une difficulté quand même pour avoir des opérateurs rapidement en tout cas. C'est plus général au monde agricole, c'est partout pareil en France. C'est que les agriculteurs qui beaucoup arrivent maintenant à la retraite ont du mal à retrouver un peu partout en France des repreneurs. C'est pas facile. Alors, vous travaillez beaucoup cette question de l'alimentation aussi par un soutien aux projets alimentaires territoriaux. Est-ce que vous pouvez rapidement évoquer votre engagement auprès des collectivités pour soutenir ces projets, Alors, effectivement, les programmes alimentaires territoriaux sont une compétence des collectivités. Et l'aménageur est totalement partenaire de cela. Alors ça va se concrétiser par 2 choses. 1, la mise en œuvre concrète de projets, mais un peu comme de l'aménagement classique, c'est-à-dire que là où il y a des intentions stratégiques des élus, ça nous permet, nous, de transformer l'essai, comme à la rucherie, où concrètement, ce projet, on arrive à faire en sorte qu'il sorte de terre. Et puis un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'on participe également au financement. Puisque il y a, dans le cadre des projets de ZAC, des compensations agricoles, qui sont des montants qui sont définis par les textes de loi. Et ces compensations agricoles, on les met à disposition via le PAT qu'on signe avec les collectivités, via des projets d'agriculture locale. Ça nous semble intéressant que ces fonds-là, qui sont générés par les ZAC, soient utilisés sur le territoire et ne soient pas gérés par un fonds commun qui serait un peu dispatché partout en France, on sache vraiment là où ça aille. Donc on a et le volet mise en œuvre des projets et le volet participation au financement.